Aujourd'hui et qui a tiré en longueur. Mais à la place, nous aurons bien entendu un invité. Il s'agit de Maître Abdoulaye Tine, qui est avocat au barreau de Paris, qui est également professeur en droit pénal international à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui fait partie des conseils de Adama Gaye. Bonsoir, Maître. Bonsoir, madame. Comment se porte votre client? Il se porte bien. Et il est où en ce moment? Il est en détention à la maison d'arrêt de Rebeuss. Comment se fait-il qu'on ait vu dans une certaine presse qu'il a obtenu une liberté provisoire? Bon, écoutez, ces informations, nous avons pris connaissance de ces dernières en même temps que vous. Tout ce que je peux vous confirmer aujourd'hui, c'est que mon client va dormir ce soir à Rebeuss. Je l'ai visité cet après-midi. On s'est entretenu longuement, comme habituellement, comme il a le droit. Et je l'ai quitté aux environs de 18 heures. Et donc il était à la maison d'arrêt. Et qu'une libération, quand même, il y a des procédures à suivre. Et pour l'instant, même si je peux vous confirmer peut-être l'existence d'une dynamique favorable qui pourrait conduire éventuellement, je parle au conditionnel, parce que rien n'est définitivement acquis, on est en matière judiciaire, éventuellement à une libération provisoire, une liberté provisoire plutôt, il n'en demeure pas moins que pour l'instant, ce n'est pas du tout effectif. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Introduire une autre requête? Oui, dès demain, nous avons déjà formalisé une requête avec les autres conseils, notamment Maître Seydou Diagne, Khoreshiba et les autres que j'en oublie, parce que je ne peux pas citer tout le monde, mais tous les conseils en tout cas, ils sont d'accord et on a formulé effectivement une nouvelle demande qui sera la 4e demande de liberté provisoire et on ose espérer que cette fois sera la bonne. On a l'habitude de dire pas jamais 203, mais on a l'impression cette fois peut-être que ça sera jamais 204. Oui, moi, la question que je vais poser est la suivante. Qu'est-ce qu'on reproche réellement à Adama Gaye? Alors, ce qu'on reproche à Adama Gaye, c'est deux choses. Il a été inculpé pour offense au chef de l'État. Et deuxièmement, pour atteinte à la sûreté de l'État. Alors, l'offense au chef de l'État, c'est peut-être, bon, on va dire en résumé, le fait d'avoir tenu des propos que le président lui-même juge déplacés à son égard. Vous voyez la dose de subjectivité de cette infraction. Je rappelle bien que ce délit d'offense au chef de l'État est un héritage du droit français que la France nous a laissé dans nos textes, parce que c'est la loi française de 1881 sur la liberté de la presse qui définissait ce délit d'offense au chef de l'État qui est un héritage du crime de lèse-majesté. Ce délit a existé en droit français jusqu'en 2013 lorsque la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que l'existence d'un tel délit n'était pas compatible avec la liberté d'expression et a fait injonction à la France de l'abolir. La France l'a aboli. Et je précise que dans la rédaction littérale, c'est-à-dire le texte sur lequel s'est fondée la Convention européenne des droits de l'homme, sur laquelle s'est fondée la Cour pour demander à la France de l'abolir, est à peu près la même chose que la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais également le pacte sur les droits civils et politiques que le Sénégal a signé et qui, à son article 19, dit que nul ne peut être inquiété pour ses opinions et que toute personne a le droit de rechercher des informations, de recevoir des informations, de les diffuser et que ce soit des informations de toutes sortes. C'est-à-dire on ne distingue pas là où la loi ne distingue. Ce qu'il a publié ne mérite pas que le processus en arrive à ce stade? Non, parce que, je vous explique, aujourd'hui il y a une confusion qui existe. Ce n'est pas la première fois que le parquet a recours à ces types d'incriminations pour amener en détention provisoire des opposants. Il y en a beaucoup, que ce soit les membres du PDS, pendant toute l'affaire Karim Wade, beaucoup de gens ont fait une détention préventive. Même si par la suite, les juges vont voir que les circonstances de l'espèce faisaient qu'on ne peut pas retenir la pertinence. Mais ils auront passé 2 mois, ou aujourd'hui plus de 50 jours comme Adama Gaye, en détention préventive. Ce qui veut dire que ces dernières années, le pouvoir de Macky Sall a recouru à cette infraction, soit pour briser de l'opposant, pour intimider, ce qui est complètement
inadmissible, ne serait-ce que du point de vue de la morale. Vous pensez que c'est parce que c'est une arme de punition. Vous pensez que c'est le président de la République lui-même qui souhaite qu'Adama Gaye soit aujourd'hui dans les liens de la détention? Écoutez, mon analyse est la suivante. Aujourd'hui, on vous parle, le ministre de la Justice est sorti, il a assumé la responsabilité d'avoir déclenché des poursuites. Vous savez, Macky Sall et Adama Gaye, c'est des amis de longue date. Macky Sall lui-même l'a reconnu dans un entretien. Il a été le témoin du mariage de Adama Gaye. Macky Sall, le ministre de la Justice. Ils ont vécu des choses ensemble. Pour vous montrer le degré d'amitié et d'estime qu'Adama Gaye avait vis-à-vis du ministre de la Justice, c'est que quand le président Bongo l'a invité pour lui dire « cherche une personne de son choix », à venir à Orléans en 1992, il avait à l'époque choisi son ami Malick Sall. Tout cela pour vous montrer le degré d'amitié qui existait entre les trois personnes qui sont là. Je ne crois pas qu'il va déclencher des poursuites à ce niveau pour amener leurs amis de longue date en détention sans qu'ils aient parlé. Alors, structurellement, je vous donne comment ça fonctionne. Aujourd'hui, on parle de l'indépendance de la justice, mais on sait qu'aujourd'hui, le ministre de la Justice, c'est lui qui donne les instructions au parquet. Notre client n'a pas pu sortir de prison, obtenir la liberté provisoire, même si aujourd'hui ça ne se justifiait pas, parce que j'estime que sa détention est disproportionnée, juste pour avoir publié un texte dans un réseau social, même en Chine ou en Russie, quasiment ça n'existe plus au Sénégal pour quelqu'un encore ironisant, non seulement journaliste, mais notez-le, il a été le premier directeur de l'information. Comment est-ce qu'on a motivé aujourd'hui le délit d'atteinte à la sûreté de l'État? Alors, le délit d'atteinte à la sûreté de l'État, on ne l'a pas encore motivé, mais ils ont estimé que les publications, effectivement, pourraient payer. Alors moi, je me pose la question, je dis, curieux État, parce qu'un État quand même qui peut être ébranlé par une simple publication, ça me laisse quand même songeur d'une certaine manière. Mais quoi qu'il en soit, je précise, ils ont parlé de d'atteinte à la sûreté de l'État et non d'atteinte à la sécurité de l'État. Vous savez, en droit, on distingue les deux notions, et la distinction est importante. La sécurité, c'est lorsque, effectivement, il y a des armes, des actes matériels de préparation. La sécurité, c'est que vous les angoissez, vous les inquiétez. Et c'est là où je dis qu'il y a une confusion. Peut-être ce qu'il a révélé dans la gestion de nos ressources peut angoisser, peut troubler le sommeil des tenants du pouvoir qui sont impliqués dans ces transactions qui ne sont pas tout à fait transparents, d'après les informations que nous avons. Mais ça, un jour viendra, on aura un débat. Voilà, mais je veux dire, mais pour revenir à cela, comme je disais tout à l'heure, donc il y a l'atteinte à la sûreté de l'État, mais je ne pense pas que ces propos inquiètent l'État en tant qu'institution, mais peut-être les tenants. Parce que ce qu'il a demandé, ce n'est rien, ni plus ni moins, qu'on respecte la souveraineté économique des populations. Et là, la médiation qui est en jeu. Quels sont les acteurs aujourd'hui qui entrent en jeu dans ce cadre-là? Écoutez, moi je ne peux pas comme ça parler des acteurs nommément, mais je sais qu'il y a eu beaucoup d'acteurs effectivement qui sont intervenus depuis le début du dossier. On ne va pas faire un autre protocole de Rebeuss? Non, mon client, et c'est là où ça diverge, parce que mon client, il est convaincu de la justesse de son engagement. Il reste plus que jamais déterminé à faire triompher son combat. Maintenant, on est au Sénégal. Il peut y avoir des acteurs sociaux, religieux, qui proposent des bons offices. Moi, je ne suis pas dans le camp des médiateurs, je suis avocat. Aujourd'hui, ce que je constate, mon client est détenu à Rebeuss sur la base d'un mandat. Et que c'est sur la base des accusations très graves du code pénal que vous m'avez demandé tout à l'heure, offense au chef de l'État, mais qui n'est pas défini par les textes, ce qui veut dire que rien n'est intrinsèquement une offense au chef de l'État, tout peut en devenir. Et le délit le plus grave, c'est atteinte à la sûreté de l'État. Des gens comme Mamadou Dia, quand ils ont eu des problèmes pour Senghor, on a pris ces délits, ces accusations, ils ont fait des années de détention dans les prisons. Donc, ils ont pris les incriminations les plus graves pour le mettre juste pour avoir... Il y a aussi une tentative d'internationaliser le combat. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui, notamment la CEDEAO qui a été saisie? Oui, mais écoutez, nous, on est des avocats, on est là pour défendre ses intérêts,
pour que ses droits soient parfaitement préservés. Le parquet a estimé que la loi lui permettait de rechercher un individu, de le placer sous mandat de dépôt en demandant au juge et en visant des textes qui le maintiennent. Parce que, je précise aujourd'hui, dans la pratique judiciaire sénégalaise, lorsque on prend en tout cas des accusations comme atteinte à la sûreté de l'État, vous êtes accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, et que vous passez devant le juge d'instruction, quasiment si le parquet s'oppose, le mandat de dépôt est automatiquement décerné. Ce qui viole la présomption d'innocence, mais viole même la constitution sénégalaise, l'indépendance de la magistrature. Le juge d'instruction, c'est un magistrat indépendant. Il n'a d'autorité que la loi. C'est drôle que vous parlez de cela, puisque déjà, en amont, vous nous dites que c'est le ministre de la Justice qui est à l'origine de tout. Donc, si on se base sur cette allégation-là, c'est incompréhensible de votre part, aujourd'hui, de vouloir parler d'indépendance de la justice. Non, mais je vous dis, vous savez, ici, on passe notre temps, nos journées à parler de démocratie, d'état de droit, mais il y a le discours et il y a la pratique. Je vous ai dit ce que prévoient les textes et ce qui est la pratique. Ce n'est pas moi qui ai fait la sortie, c'est le ministre lui-même qui est sorti et qui l'a assumé. Et plus tard dans la presse, j'ai lu qu'il aurait demandé même que s'il présentait des excuses, peut-être ça pourrait arrêter. Mais tout cela m'amène à une conviction forte. Pas de présenter des excuses. Non, il n'est pas question. Il n'est pas question. Ça m'amène plutôt à une conviction forte que j'ai eue depuis le départ. Que cette affaire n'est mue ni par des impératifs de légalité, ni pour des impératifs de légalité. C'est un détournement de procédure pour régler des comptes, pour faire taire une personne, ce qui est inadmissible dans une société démocratique. Après, le reste, c'est le propre des acteurs, comme je vous ai dit, extrajudiciaires, mais sur le fondement du droit, j'estime aujourd'hui qu'il est temps d'abolir, d'abroger du droit sénégalais le délit d'offense au chef de l'État parce qu'il n'est pas compatible avec les engagements internationaux du Sénégal, mais surtout le président de la République, quand il était candidat, il faisait sa campagne, il avait pris la promesse que quand il sera élu, il va démissionner de la tête de l'APR. Aujourd'hui, il y a une confusion qui est à la source de tous ces problèmes judiciaires. C'est lorsque vous parlez en tant qu'analyste du président de la République, vous ne savez pas si vous parlez du président de l'APR ou du président de la République. Il suffit qu'il s'en plaigne de votre comportement, de vos propos, pour que ça puisse vous amener devant un juge. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il est temps effectivement d'abroger ce délit parce que dans une société démocratique, nul n'est au-dessus. Et le parquet qui a décidé de ne pas faire appel, est-ce que cela ne risque pas de faire traîner encore les choses pour votre client? Écoutez, moi je ne peux pas entrer dans certaines considérations, encore une fois, comme je vous ai dit. Tout ce que je suis en mesure de vous dire, c'est qu'avec nos confrères, on a prévu en tout cas dès demain de déposer une nouvelle requête, une nouvelle demande de liberté provisoire que nous avons déjà formalisée. Alors, vous m'avez parlé effectivement de l'internationalisation du combat, effectivement la Cour de justice de la CEDEAO en procédure urgente, mais également le comité de l'ONU sur les droits de l'homme, qui est l'organe de surveillance du traité. On va l'interroger pour qu'il nous dise est-ce que le Sénégal a le droit d'inquiéter des personnes alors que quand même on a signé ces conventions sur la liberté d'opinion. Et en dernier lieu, mardi prochain s'ouvre aux Nations Unies le sommet de l'Assemblée générale des Nations Unies. Je vous rappelle qu'Adama Gaye, son épouse, a été l'assistante de Kofi Annan. Monsieur Gaye a travaillé avec Antonio Guterres, aujourd'hui secrétaire général de l'ONU, et les autres, et qu'aujourd'hui, avec le soutien de puissantes organisations de défense des droits de l'homme, on était effectivement déterminés à mener des actions dans le cadre de l'Assemblée générale pour attirer la situation, voilà, donc plutôt l'attention de la communauté internationale sur la situation, l'érosion des libertés. Vous avez eu aussi à le défendre face à Bolloré. Aujourd'hui encore, il y a une autre affaire. Est-ce que c'est un client encombrant ou bien votre intime conviction est que... Non, mon intime conviction, c'est que c'est un client déterminé à défendre notre souveraineté sur les ressources économiques. Aujourd'hui, nous avons parachevé la décolonisation politique. Il nous faut engager la bataille de la décolonisation économique pour que, effectivement, nos ressources
puisse bénéficier au plus grand nombre, c'est-à-dire aux populations. Merci et c'était beaucoup. tout le sens de son combat contre Bolloré. Merci beaucoup, Maître Abdoulaye Tine, qui est l'un des avocats de Adama Gaye. Merci également à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain, Inch'Allah, à 19h. Excellente soirée sur la TFM et merci à l'équipe technique.